La grande interview. Voilà les amis, vous êtes dans votre 64e édition du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, l'émission que vous attendez tous les mois pour décrypter l'actualité avec notre amie Christine Lejoux. On a notre invité qui est sur le plateau, il est bien là, Grégory Monod, bonjour, merci d'être avec nous, d'être resté avec nous, je vois, vous êtes le président de la fédération, alors pas de la fédération du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. On va parler maintenant d'un effet important, Christine, c'est les prix. C'est les prix, mais juste avant ça, on va revenir sur le statut du bailleur privé, parce que Grégory Monod, vous nous disiez tout à l'heure que s'il y avait bien quelque chose à faire pour relancer le logement neuf, c'était de trouver un statut du bailleur privé, puisque pour la première fois depuis 40 ans, on n'a plus de dispositif fiscal d'incitation à l'investissement locatif avec la disparition du Pinel. Il y a une mission parlementaire pilotée par messieurs Cosson et Daubresse qui travaille sur le statut du bailleur privé, qui doit remettre ses conclusions à la ministre du Logement au mois de juin. Qu'est-ce que vous en attendez de cette mission ? Alors déjà, on a hâte de les rencontrer parce qu'on est très heureux que vous n'avez pas encore été auditionné. Non, on n'a pas été auditionné. On a déjà. C'est prévu là. C'est prévu oui. Dans le mois de mai. Je dirais nos permanents ont déjà pu échanger entre eux avec le ministère, mais on a hâte justement de les rencontrer parce qu'on est très heureux que la ministre ait, je dirais, poussé cette initiative. Une de plus, quand on disait qu'elle est à l'écoute, là, on voit très bien qu'elle a vu que c'était un enjeu important, ce statut du bailleur privé. Et on pense que là aussi, on espère qu'il va ressortir quelque chose de ces auditions, c'est que il faut voir en fait ça comme un investissement, c'est-à-dire l'accompagnement du statut. L'accompagnement du bailleur privé au travers d'un statut spécifique, c'est un accompagnement sur le long terme. C'est-à-dire que ça va générer aussi des recettes pour l'État. C'est 50 000 logements dont on a parlé, qu'on a perdu tout à l'heure. C'est 50 000 logements à 25 000 euros à peu près de TVA par logement. C'est à peu près ça, le gain pour l'État. Donc c'est énorme pour le budget. Sachant que 2026, on va avoir un budget qui va être ultra contraint. Il va falloir aller chercher des économies. Donc on est conscient de ça. On n'est pas non plus inconscient en disant qu'il faut dépenser à tout crin. On pense que ça peut vraiment rapporter quelque chose à ce budget et avoir des recettes en face qui soient conséquentes et importantes. C'est plutôt sioux, finalement, de faire ça. Sous l'angle de la recette sans y affecter la dépense. Parce que en réalité, ça peut refaire partir toute une filière. Une filière, il faut quand même le dire, qui a été mise à genoux par des politiques publiques et également des politiques locales, mais beaucoup plus des politiques publiques. Est-ce que, très objectivement, le statut du bailleur privé, c'est pas un pansement sur une jambe de bois? On sait, parce que c'est la première fois depuis 40 ans, première fois depuis 1984, que nous n'avons plus, que vous n'avez plus d'objets fiscaux, qu'on appelait ça des niches fiscales ou d'aides ou à la pierre. Il y avait Pierre-André Périssol, on a eu Louis Besson, on a eu de Rebien, on a eu Pierre Méhaignerie qui a été l'initiateur. On a aussi, grâce à Jolion Borloo, une grosse offensive sur le développement du bailleur privé. Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, la France des propriétaires, c'était aussi un axe très, très développé. Est-ce que ça va suffire, clairement, est-ce que ça va suffire pour relancer une industrie qui aujourd'hui a fait disparaître, mais les statistiques de l'AFB, vous les connaissez, pratiquement une centaine de milliers d'emplois détruits, c'est ce qu'Olivier Saleron communique. Les situations sont graves, très graves. Vous avez même reçu le président de la République lors d'un entretien avec Olivier Saleron et en public. Est-ce que ça va suffire? Et selon vous, comment on va pouvoir accompagner le moment avec aussi des phénomènes exogènes que vous ne maîtrisez pas, notamment la situation géopolitique en Europe? Alors, sur le statut du bailleur, là encore, c'est qu'on va pérenniser quelque chose. On souhaite que les choses soient pérennes. Il ne faut pas qu'à chaque nouveau ministre, on ait un nouveau dispositif. Statut du bailleur reconduit chaque année dans le PLF. Exactement. Ou carrément une loi de programmation. Non, il faudrait qu'il soit dans la loi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une mesure d'exception qui soit reconduite à chaque PLF avec un système d'amortissement du bien sur la durée. Vous voulez sanctuariser le principe de personne physique et personne morale. Personne physique et personne morale. Parce qu'on l'a bien vu, là aussi il y a eu des incantations de l'État à un moment et de certains gouvernements qui pensaient qu'au travers des institutionnels on allait retrouver justement de l'activité, que les institutionnels allaient venir sur le locatif, mais on ne les a pas vus. Là aussi, c'était une vision, on n'a pas vu les institutionnels revenir. Donc on a besoin de ce dispositif pour alimenter les territoires. Vous l'avez dit à juste titre, Olivier Saleron a annoncé des pertes d'emplois. C'est des pertes d'emplois dans les territoires. Et qui sont les premiers touchés, en fait? Ce sont des TPE et des PME
qui ont entre 10, 15, 20, 50, 100 salariés. Donc ça reste des structures, des acteurs ancrés dans leur territoire, qui ont des rayons d'action qui sont somme toute réduits. Et c'est eux qui vont être les premiers touchés, parce que c'est ces entreprises-là qui construisaient le logement collectif. Alors justement, on va parler des prix, parce que les prix... Oui, c'est une question très intéressante pour nos auditeurs. Le sujet, il est quand même important. Enfin, je ne sais pas si on va s'en sortir un jour, mais dès qu'on voit baisser les taux de crédit, on l'a bien vu, dès qu'on voit aujourd'hui une offensive des professionnels pour essayer de promouvoir les biens immobiliers, eh bien, on a revu quand même une augmentation. Est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose d'endémique, finalement, sur lequel on ne pourra pas lutter, et que la spéculation sur les prix, écoutez, il va falloir faire, à moins de réglementer. Oui, parce qu'après des années de hausse continue, on a vu que le prix moyen des maisons individuelles avait baissé l'année dernière de 4,2%, alors qu'on dit que dans le logement neuf, c'est des prix techniques qui, contrairement aux logements anciens, ne sont pas simplement régis par la loi de l'offre et de la demande. Les constructeurs de maisons et les promoteurs sont obligés de répercuter le coût des normes environnementales, le coût du foncier, de la fiscalité, etc. Donc, baisse de 4,2% en 2024. Comment les voyez-vous évoluer, ces prix, cette année, Grégory Monod ? Alors, aujourd'hui, au niveau de l'inflation, on peut dire qu'on a une inflation qui est maîtrisée. Clairement, on pense que là, on est tous d'accord, tous les économistes s'accordent à dire que l'inflation ne va pas augmenter. Notre crainte, c'est plutôt le sujet qu'a abordé Sylvain tout à l'heure, à savoir la situation géopolitique et le sujet des droits de douane. On commence à voir, sur la cote des matériaux, selon les chiffres de la FFB, des prix qui réaugmentent à nouveau. L'acier de la construction, le PVC, tout ce qui est lié justement à cette mondialisation. Ces fameuses hausses qui vous ont été très pénibles dans le calcul de vos prix, alors, on a eu la hausse des prix liée à la crise de l'énergie. On a aussi eu début 2022, une demande qui était très très forte. Post-Covid. Donc post-Covid, on a quand même eu, là aussi, quand la demande est forte, les prix n'ont pas tendance à baisser. Pourquoi ils ont baissé aussi l'an dernier ? Parce qu'on a eu là aussi une demande qui a tellement chuté, c'est qu'à un moment... les industriels ont été obligés de baisser leurs prix, en fait. Un petit peu leurs tarifs pour là aussi s'adapter à cette conjoncture. Mais notre inquiétude porte plus sur les matériaux de construction qui apparemment sont très sensibles à ce contexte géopolitique. Et donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer dans les négociations dans les prochaines semaines entre l'Europe et les États-Unis sur ce sujet des droits de douane. Vous l'avez dit, puisqu'on en a parlé hors antenne, c'est vrai qu'il y a certains maires qui se font un peu tirer l'oreille, qui résistent sur les permis, mais je vais aller plus loin. Sur le PLU, on voit bien qu'il y a des maires qui même, lorsqu'ils signent, réduisent le cadre de leur propre PLU qu'ils ont mis en place. Parfois. Et on a vu une chose incroyable, et ça vous le savez, certains promoteurs ont attaqué le maire en disant « respectez votre propre PLU ». Et ils ont gagné. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à un point de bascule dans la relation entre ceux qui fabriquent de la ville, les aménageurs privés, aménageurs publics, investisseurs, institutionnels également, mais toute la chaîne de valeur avec les élus locaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Et à 1 an des élections, est-ce qu'il n'y a pas là une triple peine qui va vous tomber dessus? Déjà avec la crise politique qui fait augmenter vos matériaux, les problématiques de politique du logement, est-ce que là, on peut se dire que la coupe est un peu pleine? Alors, déjà 2024, on a vu une baisse de 21% des autorisations versus la moyenne long terme. Si on regarde par rapport à la moyenne long terme, on est 21% en dessous. Donc, il y avait déjà cette petite musique des élections qui était présente en 2024. Elle va être encore plus en 2025. Oui. Mais là aussi, je ferai le distinguo entre les maires ruraux qui, eux, ont envie d'attirer des jeunes et de la population parce qu'ils ont construit des écoles, ils ont agrandi, ils ont un cadre de vie au travers de la maison individuelle qui a permis... Alors, je parle des maires ruraux et en zone périurbaine. Là, on a vraiment une vraie volonté, on sent pas, on les sent beaucoup plus enclins à construire. Le sujet, il est plus sur les agglomérations et les métropoles, où là, on a des élus qui ont plutôt mis le pied sur le frein depuis quelques temps, qui pour moi aussi, et on ne le dit peut-être pas suffisamment, mais sont aussi responsables de la crise dans laquelle on se trouve, de la crise du logement, et d'avoir aussi autant de personnes qui n'ont pas de toit à se mettre sur la tête, qui sont dans la politique toujours du plus, mais on construit moins. Et en fait, quand on regarde bien, il y a un moment... Il faut se poser le sujet de notre société. Qu'est-ce qu'on veut pour notre société? C'est
loger des gens dans de bonnes conditions à des prix abordables, ou c'est voir le logement qu'au travers du spectre de l'environnement. Et je pense qu'on l'a beaucoup trop vu à ce niveau-là. On a une réglementation environnementale qui est déjà au plus haut niveau et on a des élus locaux qui en rajoutent. Et qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on a du mal à produire des logements abordables de manière suffisamment massive pour répondre justement au fait à la demande de nos concitoyens d'être bien logés. Parce qu'on a quand même un vrai sujet du mal-logement en France. Moi, il y a toujours un sujet qui m'a choqué, c'est qu'on n'objective pas suffisamment les PLH. C'est-à-dire que les élus, au travers de leur PLH... Plan local de l'habitat. Plan local de l'habitat, merci Christine, et au travers de leur plan local d'urbanisme, voire intercommunal et autres, justement, on n'objective pas. Est-ce qu'ils ont rempli les objectifs ? Très rarement. Pourquoi ? Oui. Parce que, vous l'avez dit à juste titre, on nous dit toujours, non mais attendez, là, vous avez le droit de construire à telle hauteur, on préférerait que ce soit un petit peu moins dense. Ouais. Ou à l'inverse, on nous dit, moi j'ai besoin de 3 places de stationnement en sous-sol, donc du coup l'opération ne sort pas. C'est-à-dire qu'au travers d'un règlement qui peut avoir des articles assez pervers, on baisse la densité, on baisse la construction et on ne produit pas suffisamment de logements par rapport aux besoins. Parce que n'oublions pas également qu'au travers de nos opérations privées, on génère du logement social. Donc on a besoin de ce logement social aujourd'hui. Ah mais non seulement on en a besoin, mais vous avez 1000 fois raison. D'ailleurs, les 62% des locataires du parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Donc il y a aussi un rapport subtil. Alors on a encore 2 questions, mais on est un peu pris par le temps, mais je voudrais qu'on vous les pose. C'est, Christine, la fameuse loi, la loi Spartacus. Mais non, c'est pas Spartacus, c'est la proposition de loi dite. Parce que Spartacus était trace d'origine. Voilà, je fais mon cultivé aujourd'hui. La fameuse loi Trace qui risque d'être contrecarrée par les textes de 2 députés. C'est une proposition de loi sénatoriale qui vise à assouplir ce fameux objectif de réduction de l'artificialisation des sols, qui c'est vrai est problématique pour la construction de logements neufs. Alors, ce texte, il a été adopté par le Sénat, mais il doit encore passer par l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée, on a justement 2 députés qui sont en train de plancher sur un rapport sur le sujet, mais qui, elles, n'ont pas envie que l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols soit détricoté. Comment voyez-vous l'avenir de cette proposition de loi Trace ? C'est plutôt bien, ça. Nous, on est favorable à cette proposition de loi Trace. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle remet juste en cause l'objectif intermédiaire qui était fixé à 50% de réduction de l'artificialisation d'ici à 2031, pour le repousser à 2034, donc on parle de 3 ans. Et surtout, ce qui nous semble très intéressant, c'est le régionaliser. Voilà. C'est-à-dire que les territoires auront la main. Et là encore, l'État tout-puissant avec des incantations descendantes, il y a un moment, il faut laisser la main au territoire. Même si on a aujourd'hui 6 régions qui ont voté leur Stradet, elles pourront conserver leur Stradet comme en l'état. Elles ne seront pas obligées de le modifier. Si elles le Schéma voudront, régional d'aménagement, etc. Exactement. C'est pour les auditeurs. Développement du territoire. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que cette loi, elle va dans mon sens, c'est qu'elle ramène du bon sens. On en revient toujours à la même chose, du pragmatisme de terrain, et on laisse la main aux élus de terrain. Dernière question qui peut fâcher un peu, en tout cas qui est dramatique. Le nombre de défaillances de constructeurs de maisons individuelles a bondi de 28%. À 1114 entreprises. C'est un drame, parce que derrière tout cela, il y a des entrepreneurs. Moi, je vous le dis parce que on y est extrêmement sensible. Il y a des entrepreneurs qui ont perdu leur maison, qui sont cautions sur leur crédit, qui se sont endettés. Je parle des patrons, notamment des petits patrons, qui ont tout perdu. Ils ont 50, 55 ans. Certains ne se relèveront pas. Alors, bien évidemment, on ne peut pas ne pas poser cette question. Quelles sont les conséquences, bien sûr, pour les acheteurs immobiliers ? Quel est le sort des chantiers suspendus ? Et enfin, il faut qu'on puisse répondre également à cette question, même si on compatit avec ces entrepreneurs qui ont tout risqué. Quid des recours pour les acquéreurs possibles ? Alors c'est vrai que l'augmentation est importante, surtout au vu du tissu, comme je disais, des entreprises qui constituent la construction de maisons individuelles en France, à savoir plutôt des petites entreprises dans les territoires. C'est grave, 2024,
28% d'augmentation. On parle de milliers Ça peut d'emplois être détruits, hein. dramatique également, vous l'avez souligné, pour les acquéreurs, parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation assez compliquée. Chantier à l'arrêt. Et ça l'est encore plus pour ceux qui n'ont pas fait construire dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle. Parce que le vrai sujet, il est là. Aujourd'hui, certes, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais quand vous avez contracté un contrat de construction de maison individuelle, vous avez une garantie de livraison au prix. Vous avez une tierce structure, donc un organisme de garantie qui vient terminer la maison. Et s'il y a un dépassement de plus de 30 jours du délai de livraison, ça met en route également des pénalités de retard, comme l'aurait eu le constructeur. Donc, au travers du contrat, le consommateur est protégé et même indemnisé. Alors oui, ça va mettre un petit peu plus de temps, mais aujourd'hui, ça s'organise plutôt bien. On a des organismes de caution qui répondent présents et qui sont structurés pour le faire. Et ça marche même plutôt On peut très dire bien. à toutes celles et ceux qui nous écoutent, voilà, vous avez des moyens de repos. Voilà. Aujourd'hui, la loi de 90, elle est là pour vous protéger. Signez un contrat de construction de maison individuelle. Votre prix sera garanti. Vous aurez un délai de livraison. Et en cas de défaillance du constructeur, il y a un garant qui reprend la main et qui va terminer la maison. Est-ce qu'on peut trouver sur le site du pôle Habitat FFB des informations sur le sujet ? Je pense que oui, nous avons des informations à destination du grand public. Mais après, on peut. Vous avez aussi les grandes associations de consommateurs qui peuvent vous donner. Parce qu'on est saisi de ces dossiers. D'ailleurs, on est saisi aussi par des entrepreneurs qui ont tout perdu. Et on compatit également. Ça ne va pas être facile, quand on est président du pôle Habitat, de voir vos adhérents parfois qui vous appellent désespérés. Puis quand on entreprend, c'est pas pour être défaillant. Quand on entreprend, c'est qu'on a vraiment envie de bien faire. Et donc il est là, temps aujourd'hui, d'ailleurs que la France reconnaisse aussi cette capacité qu'ont les Français, les entrepreneurs, à tout risquer. Parfois, on a l'impression que tout est fait pour les consommateurs, ce qui se comprend, hein, ou par les salariés, mais parfois les entrepreneurs se retrouvent un peu démunis. On peut le dire, ça ? Oui, ils se retrouvent démunis et je peux vous dire qu'ils ont été résilients parce que depuis le temps qu'on leur tape sur la tête. Merci Grégory Monod. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Ne changez rien. Je rappelle que vous êtes le président du pôle Habitat de la FFB. Il faut venir nous voir plus souvent. On retrouve toutes les informations sur le site du pôle Habitat de la FFB. Un petit clin d'œil à Christophe Boucaud. Je pensais pouvoir le croiser. En tout cas, merci infiniment de nous avoir donné ces informations. Je pense que Christine va falloir suivre avec beaucoup de vigilance toutes ces informations dans un monde qui mute de plus en plus, et notamment avec les phénomènes exogènes comme la crise politique qui anime l'Europe. Voilà, à suivre nos experts pour les parties sur le club des proprios. Vous posez vos questions et nous vous y répondons, c'est dans quelques instants.